À Lincoln, une femme enceinte et son mari disparaissent. Et nos enquêteurs travaillent sans relâche tout au long du week-end, en coopération avec le comté de Polk, pour reconstituer ce que nous pensons s'être passé. Maintenant, Une affaire bien différente. le service de police de Lincoln enquête désormais sur les disparitions de Hannah Neville, 26 ans, et Roberto Tanner, 27 ans, comme des homicides. Avec une grande partie du puzzle qui reste à découvrir, La police de Lincoln cherche toujours à identifier les personnes décédées pendant l'enquête. nous suivons l'affaire avec Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Nous travaillons avec Truthfinder pour les recherches de dossiers publics sur Law and Crime. Cela nous permet de nous concentrer sur la couverture des affaires criminelles plutôt que sur la paperasse. Vous pouvez également utiliser Truthfinder. Saisissez un nom et vous pourrez trouver des adresses, des antécédents criminels et bien plus encore. Cet outil de référence permet des vérifications confidentielles illimitées sur vos nouveaux voisins grâce à l'abonnement. C'est aussi l'un des plus grands services de recherche aux États-Unis. Vous pouvez vérifier les personnes que vous rencontrez en ligne ou retrouver quelqu'un avec qui vous souhaitez reprendre contact. Vous pouvez également rechercher les délinquants sexuels enregistrés ou effectuer une vérification de vos propres antécédents. Restez informés, restez en sécurité. Accédez aux dossiers publics via Truthfinder Now sur truthfinder.com/OTC. Un couple disparaît tandis qu'un autre est incarcéré pour meurtre. Le tout en 4 jours selon la police de Lincoln, Nebraska. Le bureau du shérif du comté de Polk a alerté la LPE le mercredi soir 28 janvier au sujet d'un rapport de disparition concernant Hannah, originaire de Stromsburg, Nebraska. Un signalement de disparition de Roberto a été fait jeudi à Lincoln. Dimanche soir, James et Titus ont tous les deux été placés en garde à vue à leur domicile ici, à Lincoln. Cela peut sembler être une affaire simple et évidente, mais c'est loin d'être le cas. Plusieurs zones d'ombre subsistent, notamment le délai de près de 2 semaines avant que la disparition de la victime soit signalée aux autorités. Et maintenant, il y a encore 2 corps quelque part, détenant des éléments de l'histoire qui ne peuvent être révélés que par leurs blessures. Bien sûr, il reste la question de savoir comment cela a pu arriver et que va-t-il se passer maintenant. Eh bien, commençons par le début. Nous sommes le mercredi 28 janvier et une femme a contacté le bureau du shérif du comté de Polk, dans le Nebraska, près de Lincoln, avec de sérieuses inquiétudes. La colocataire de Hannah a signalé sa disparition dans le comté de Polk après qu'elle n'a plus été vue depuis le 15 janvier, date à laquelle Hannah avait quitté Stromberg pour rejoindre son mari à Lincoln. Cela faisait 13 jours que Hannah Neville, âgée de 26 ans, n'avait pas été vue ni contactée par sa colocataire et amie de longue date. Elle n'est pas la seule à soupçonner quelque chose. Le 28 janvier, vers 11h29, nous avons reçu un appel du central pour vérifier le bien-être d'une Hannah Neville. Appel qui avait été passé par ses prestataires de santé. Et elle avait manqué 2 rendez-vous à York pour aller voir le médecin puisqu'elle était enceinte. La police avait indiqué qu'Hannah était enceinte de 32 semaines, rendant l'enquête d'autant plus cruciale et troublante, car 2 vies étaient en jeu. À ce stade, les autorités ont compris qu'Hannah n'était pas seulement portée disparue. Son mari, Roberto Tanner, 27 ans, était aussi introuvable. Près de 2 semaines après leur disparition, la course pour les retrouver était lancée. Les données et témoignages situent Hannah et Roberto chez James et Titus au 1215 Arapaho à Lincoln, peu avant 19h le 15 janvier. Sterling James, 24 ans, et Sadie Titus, 22 ans, un couple de Lincoln, Nebraska, selon leur page Facebook. Ils viennent tout juste de se marier. Il y a quelques semaines à peine, et Sterling James a effectivement un lien familial avec Roberto. Ils étaient demi-frères. On se demande, Hannah et Roberto sont-ils allés féliciter les jeunes mariés? Cela reste incertain, mais la chronologie place le couple disparu chez James et Titus pendant environ 1 heure. Et puis tout change. Les données montrent que le téléphone de Hannah quitte les lieux à 20h. Il arrive au 7600 Northwest 27e Street dans le comté de Lancaster et reste à cet endroit jusqu'à environ 1h30 du matin. Il a visité plusieurs lieux avant de s'éteindre le 16 janvier après-midi. Le téléphone de Hannah est localisé dans une seconde résidence privée à 15 minutes où il reste 4 heures et demie.
Ensuite, le téléphone se déplace vers différents endroits avant de finalement s'éteindre l'après-midi suivante, le 16 janvier. Cela pose la question, que s'est-il passé durant ces 4 heures et demie à ce second lieu et Anna avait-elle encore son téléphone? Je voudrais revenir en arrière un instant. Le chef de la police de Lincoln a déclaré que, pendant que le téléphone de Anna se trouvait à ce deuxième endroit, un autre appel d'urgence est arrivé, rendant cette affaire encore plus suspecte. Tôt ce matin, après 00h30, la police de Lincoln est intervenue pour un incendie de véhicule près de la 39e rue et Cortusker Highway. Il a été confirmé que c'était le SUV de Hannah. La police de Lincoln ignorait sa disparition lors de cette découverte. Nous sommes donc maintenant le 16 janvier et souvenez-vous, un signalement pour disparition n'a été fait que le 28 janvier, soit 12 jours plus tard, presque 2 semaines. Aucun lien n'est donc à établir avec l'incendie du SUV de Hannah à ce stade. Il faut noter que l'incendie du SUV s'est produit à 15 minutes du lieu où son téléphone a été localisé la deuxième fois. Les agents ont appelé Hannah pour signaler l'incendie, mais son numéro n'était plus actif. Nous pensons maintenant qu'elle était probablement déjà décédée à ce moment-là. Quand les autorités ont contacté Hannah pour l'incendie de son SUV le 16 janvier au matin, son numéro était déconnecté. Ils ont alors pensé que Hannah était morte peu après sa disparition. Mais qu'en est-il de Roberto, son mari? Comment les enquêteurs sont-ils arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'un homicide? Nous avançons donc maintenant jusqu'au 31 janvier et au dimanche 1er février. Les enquêteurs ont suivi la trace GPS du téléphone de Hannah entre le 15 et le 16 janvier. Elle quitte l'appartement de James et Titus, reste ailleurs longtemps, puis va dans d'autres lieux avant que le téléphone s'éteigne. Le lendemain, ils savent aussi que la police a retrouvé son SUV brûlé à 15 minutes de l'endroit où le téléphone de Hannah a été localisé. Il est temps de suivre cette piste sur place. Pour moi, la deuxième adresse ressort car le téléphone de Hannah y est resté le plus longtemps. Pendant la soirée du 15 janvier et la matinée du 16 janvier, et c'est dans cette même plage horaire que sa voiture a été retrouvée en flammes. Le département de police de Lincoln était également d'accord. La police de Lincoln a perquisitionné la Northwest 27e Street, détenant et interrogeant plusieurs personnes. Après avoir parlé à cette adresse ce week-end, les détectives ont reçu un indice crucial. Les enquêteurs ont appris que James avait avoué avoir tiré sur Hannah et Roberto, et que cela s'était produit tard dans la nuit du 15 janvier ou tôt le matin du 16 janvier. Nous pensons qu'il a enterré leur corps puis incendié le véhicule de Hannah. On pense que Titus a aidé James après leur mort. C'est énorme! Quelqu'un dans la maison aurait dit que James a avoué avoir tiré sur le couple et les enquêteurs pensent désormais qu'il a incendié le SUV de Hannah. Avec James et Titus, les jeunes mariés ont travaillé ensemble pour enterrer les corps de Hannah et Roberto. Le dimanche 1er février, la police a arrêté Sterling, James et Sadie Titus à leur domicile. James est incarcéré à la prison du comté de Lancaster pour 2 meurtres au premier degré. Titus y est détenu pour 2 complicités de meurtre au premier degré. 2 personnes sont en prison. Sterling James, demi-frère de Roberto, pour 2 meurtres au premier degré, et Sadie Titus, pour complicité de ces meurtres. Nous avons maintenant aussi une trace numérique grâce au téléphone de Hannah, ainsi que des témoignages clés, mais il reste encore d'importantes preuves qui manquent à l'appel. L'enquête reste très active, notamment pour établir un mobile. Que peuvent faire les forces de l'ordre pour retrouver ces éléments? À mesure que de nouveaux détails émergent, les autorités n'ont pas perdu de vue la tragédie que cette situation engendre. Nous avons le cœur brisé pour leur famille et nous adressons nos plus sincères condoléances à leurs proches qui traversent la douleur de la perte tragique de ce couple marié. Ils attendaient un enfant. De nombreuses questions demeurent sans réponse et nous ne divulguerons rien sans garantie. Nous rejoignons maintenant Phil Waters, détective à la retraite de la brigade des homicides du département de police de Houston, pour parler davantage de cette affaire. C'est un plaisir de vous avoir ici sur Law and Crime. Quand vous examinez cette affaire, 2 personnes ont été signalées disparues, mais il a fallu 12 jours avant que quelqu'un ne se manifeste pour dire qu'elles étaient portées disparues. Je suppose, comment cela influence-t-il la façon dont vous abordez une enquête? Merci de l'invitation, Chris, j'apprécie. Vous savez, dans un cas comme celui-ci, où il y a eu un certain retard dans le signalement,
La première question qui me vient à l'esprit est: qu'est-ce qui a causé ce retard? Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour que quelqu'un signale la disparition de ces personnes? Et ensuite, écoutez la réponse et essayez de déterminer s'il y a une certaine crédibilité derrière cette réponse. Et si vous regardez les preuves jusqu'à présent, il semble qu'il y ait certains éléments et qu'ils ont porté ces accusations contre ce couple. Mais vous n'avez pas de corps, vous n'avez pas deux corps et vous n'avez pas l'arme du crime. Comment cela affecte-t-il, selon vous, la solidité de l'affaire? Même avec ce qui semble être un aveu de Sterling James, le suspect masculin. Eh bien, l'aveu est énorme, n'est-ce pas? Il y a donc déjà une reconnaissance qu'il est arrivé quelque chose à ce couple. Et donc, vous partez un peu de là. Maintenant, en ce qui concerne l'enquête elle-même, qu'est-ce que vous voulez obtenir de lui? Où les a-t-il mises? Où sont-elles? Essayez de les localiser. Et cela répond à la question concernant les corps, si cela n'arrive pas. S'il s'en est débarrassé, ou s'il hésite à dire où il les a mises, ou s'il s'en est débarrassé. D'une manière telle que la récupération de ces corps ne sera pas une bonne récupération. Alors vous pouvez quand même monter le dossier en vous basant sur les preuves que vous avez. J'ai déjà eu une affaire sans corps et les preuves que nous avions étaient si accablantes qu'il était impossible pour le suspect d'expliquer ce qui était arrivé à sa petite amie. Même sans le corps, que nous n'avons toujours pas retrouvé, une condamnation pour meurtre a été obtenue au tribunal. Quand on a des aveux, parce que pour moi, de l'extérieur, quand quelqu'un dit qu'il l'a fait, je veux dire, ça me suffit. Vous voyez, pour beaucoup d'entre nous dans le public, c'est comme, d'accord, voilà. Même avec une preuve solide comme celle-ci, quelqu'un peut dire, oui, je l'ai fait. Peut-on porter des accusations avec un simple aveu? Est-ce vraiment fiable pour s'appuyer dessus? Eh bien, c'est un point de départ. Donc, quand quelqu'un avoue quelque chose, le détective doit être capable de corroborer cet aveu. Vous ne voulez pas que quelqu'un arrive et dise «Oui, c'est moi qui l'ai fait» et qu'il le fasse, même si c'est un faux aveu, pour leur notoriété. Donc, même si vous obtenez l'aveu, vous devez être capable de corroborer ce à quoi la personne avoue et son implication dans l'affaire. Sterling James aurait été libéré de prison 6 mois avant que cela ne se produise. Quand vous examinez une affaire comme celle-ci, vous voulez vous assurer d'étudier chaque suspect, chaque possibilité. Mais quand vous voyez qu'une personne proche de la famille a ce genre de passé, je suppose. Dans ce cas, portez-vous directement votre attention sur cette personne? Comment la considérez-vous par rapport à l'éventualité que ce soit une autre personne? Eh bien, vous savez, dans le cadre d'une enquête, il faut examiner tous les suspects possibles, toutes les possibilités. Et il est aussi important d'éliminer des suspects que de trouver le bon. Concernant son passé et sa sortie de prison, ce genre de choses. Il faut en quelque sorte regarder l'enquête pour voir qui ont été les premières personnes à être mises en avant dans cette affaire, à examiner en priorité. Et dans des cas comme celui-ci, on va d'abord regarder la famille et ensuite élargir l'enquête vers l'extérieur. Le fait qu'il ait été libéré de prison 6 mois avant cela, à moins que cela ne soit lié à quelque chose qui s'est produit pendant qu'il était en prison. Ah, je veux dire, les gens tuent pour l'une de ces trois raisons, le sexe, la drogue ou l'argent. Donc, nous ne savons pas s'il y a eu une discussion avant sa libération entre lui et ses membres de la famille, ses demi-frères dans cette situation ici. Donc, il faut revenir en arrière et faire cette enquête. Revenir et essayer de découvrir où tout cela a pu commencer. Comment tout cela a-t-il commencé et qu'est-ce qui a mené à ce meurtre? Donc toutes ces choses-là, une fois que l'arrestation est faite et que l'aveu a été obtenu, c'est là que l'enquête commence vraiment. Il faut donc examiner les antécédents. Où cela a-t-il commencé? Espérons que, dans sa discussion, dans ses aveux, il leur dit: «Écoutez, oui, ils m'ont rendu visite en prison. Il a des antécédents de méthamphétamine, etc.» Donc nous ne savons pas quelles étaient les dynamiques entre eux qui l'ont poussé à leur ôter la vie à tous les deux.
Eh bien, c'est intéressant là où ça en est. D'après la police, il a déclaré avoir fait cela. Et pourtant, ils ne savent pas où sont les corps. Et il ne semble pas qu'ils aient encore un mobile. Qu'en pensez-vous? Oui, je l'ai fait, mais toutes les autres informations qui pourraient expliquer pourquoi ne semblent pas encore avoir été apportées. C'est étrange sans savoir ce que la police sait, ce que les détectives savent, ce qui a été révélé lors de l'interrogatoire. Je trouve ça étrange. Je connais chaque confession. À la fin, la question est toujours pourquoi. Même si la motivation derrière un meurtre n'est pas quelque chose qui est exigé au tribunal pour être prouvé. Tout le monde veut savoir cela. Il est important de comprendre de quoi il s'agit et la motivation derrière. Nous devons comprendre pourquoi cet accusé est assis là, accusé de meurtre ou de meurtre capital. Je trouve étrange qu'il ait avoué l'avoir fait, mais pour une raison quelconque. Quelle étrange raison, il ne veut pas leur donner le pourquoi. C'est très étrange pour moi, donc je ne sais pas si ça, je ne sais pas ce qui motive ça. C'est vraiment, je ne pense pas avoir déjà vu ça dans ma carrière en discutant. J'ai eu des gens qui ne voulaient pas avouer, bien sûr, mais pas avouer puis ne pas expliquer pourquoi. Je ne sais pas si c'était un problème lors de l'entretien ou si le processus a échoué là, mais c'est très étrange pour moi. Oui, c'est certainement quelque chose qui a attiré mon attention aussi. Il semble que l'un des éléments les plus solides qu'ils aient dans cette affaire, ce soit simplement les données du téléphone portable. Et il semble que Anna Neville, ils ont pu la suivre à plusieurs endroits différents. Puis, le téléphone reste posé au même endroit environ 4 heures et demie. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils aient pu suivre ce téléphone portable? Parce que d'un côté, ça la place à certains endroits. Mais en même temps, tu as cette période de 4 heures et demie où il ne semble absolument rien se passer. C'est tout aussi intéressant que si elle était à un lieu précis lié à sa mort. Eh bien, c'est vrai, et tu sais, le téléphone portable, les empreintes numériques, c'est énorme. C'est quelque chose que le processus d'enquête est devenu un excellent outil pour localiser les gens, savoir où ils étaient, et ainsi de suite. Je ferai ce commentaire. Quand nous avons ce créneau de 4 heures, dans le temps où il ne semble pas y avoir de mouvement du téléphone, rappelez-vous, c'est le téléphone qui est déplacé. Nous ne savons pas si le corps est avec le téléphone, mais je présumerais que cette période de 4 heures où le téléphone est immobile, c'est là qu'il se débarrasse des corps. Ça ne veut pas dire ça. S'ils étaient incapables de localiser où se trouvait ce téléphone, dans une certaine mesure, les antennes relais trianguleraient cet emplacement et cela leur permettrait de concentrer les recherches. Mais il se peut que ce soit une situation où ils faisaient ce qu'ils faisaient pour se débarrasser des corps. Et ensuite, ils sont passés de cet endroit à un autre endroit pour s'en débarrasser. Donc, oui, c'est un autre événement étrange dans le cadre de cette enquête. Et ce serait une question que je poserais. Bien sûr, je suis sûr qu'ils l'ont fait. Ils poseraient la question au suspect. Où étiez-vous durant ces 4 heures où le téléphone ne bougeait pas? Que se passait-il durant ces 4 heures? Et de toute évidence, il ne leur dit pas. Donc encore une fois, c'est juste un autre détail étrange, un détail particulier de cette enquête. Comment faites-vous, surtout si vous n'avez pas la coopération de la personne que vous avez en garde à vue, celle que vous pensez être le coupable? Je veux dire, comment trouvez-vous des corps comme celui-ci? À Lincoln, Nebraska, la ville ressemble vraiment à une ville. En 4 heures et demie, on peut vite se retrouver au milieu de nulle part, ce qui fait un rayon très large. La circonférence, ou quelle que soit la mesure, correspond à la zone atteignable en 4 heures et demie. Comment peux-tu, sans sa coopération, retrouver ces corps? C'est une excellente question, Chris. Tu sais, c'est une tâche énorme et dans mon cas, il n'y avait pas de corps. Nous avons utilisé les traces du téléphone portable du suspect, du sien et des lieux visités. Nous savions qu'il avait déplacé son corps, alors nous l'avons localisé grâce aux antennes relais des téléphones. Et aussi loin qu'il soit allé, puis nous avons eu. Equisearch est une excellente ressource pour nous. Et
faire une recherche en quadrillage. Ils sont compétents, alors ils ont formé une grille et réparti les zones pour commencer la recherche. Tu travailles un peu, avance d'aussi loin qu'eux, puis ils s'arrêtent. C'est là que tu installeras une grille et concentreras ta recherche. Et ensuite, tu voudras peut-être commencer à revenir en arrière et à former une nouvelle grille le long de l'itinéraire. Donc, mais dans cette situation, 4 heures, c'est beaucoup de temps, comme tu dis, c'est beaucoup de temps pour s'éloigner. Et donc, s'ils ont une idée raisonnable de l'endroit où ce téléphone se trouvait au plus loin, depuis Blinken, alors peut-être que tu commencerais là, peut-être en quadrillant la zone, mais je te le dis, c'est une opération majeure, surtout quand il y a autant de temps entre l'événement et le moment où tu penses que les corps ont pu être abandonnés. Sadie Titus, qui est la femme de Sterling James, elle fait face à ce genre de chef d'accusation de complice. À quel point est-il difficile de prouver l'aide de quelqu'un, surtout avec nos preuves? Il doit exister plus d'éléments que ceux publiés par la police, mais sans le corps, sans l'arme du crime, pour pouvoir la relier à cela qu'elle était quelqu'un qui peut-être n'a pas commis l'acte, mais a aidé. Comment pouvez-vous prouver cela? Eh bien, j'imagine que cela fait partie de sa confession. Je le ferai, je suis certain qu'ils lui ont parlé, donc elle a peut-être admis sa part dans cette affaire. Ce qui était probablement l'élimination. Au Texas, elle serait accusée de falsification de preuves, un crime grave. Un corps, donc cet aspect-là, ce n'est pas si difficile à prouver. Les liens directs avec elle et l'élimination ou le fait de l'avoir aidée dans ce qu'il faisait. Ce n'est pas très difficile à prouver, surtout si elle a fait des aveux à ce sujet et qu'il l'a impliqué dans l'affaire. Donc ce n'est vraiment pas compliqué à démontrer. Et puis, avec Anna Neville, c'est vraiment, je veux dire, c'est certainement une histoire tragique. Que cela ait été impliqué ou non. Mais elle était enceinte et elle était à terme, vous savez, enceinte de plus de 30 semaines et actuellement ce couple. Ils ne sont pas accusés de la mort d'un enfant à naître. Sans le corps, est-ce que quel défi cela pose-t-il à la police? Je veux dire, si vous avez des preuves qu'elle était enceinte et maintenant elle est morte et vous dites qu'elle a été assassinée, pourquoi ne pas porter cette accusation? À ce stade, la police a déclaré examiner ces accusations. Mais j'imagine quelles démarches sont nécessaires pour en ajouter une autre. Eh bien, il faut pouvoir prouver, il faut avoir des preuves qu'elle était effectivement enceinte. Et cela impliquerait de contacter son médecin. S'ils ont des images ou quoi que ce soit de ce genre, et ainsi de suite, donc, je ne pense pas que ce serait le cas. Ce serait difficile à prouver dans le sens où vous pouvez prouver la grossesse et vous avez déjà, vous savez, au Texas, ce serait un meurtre capital. Vous avez 2 personnes qui ont été tuées lors du même événement, donc l'inculpation est l'enfant à naître, vous savez parfois. Les procureurs vont examiner cette affaire et voyons quel est le dossier le plus solide et le plus facile à poursuivre. Et s'ils choisissent de cibler le mari, il se peut qu'il ait été la cible. Et qu'elle était simplement présente et qu'elle a été une sorte de dommage collatéral. Faute d'un meilleur terme, cela pourrait être le cas le plus solide pour cette accusation sur l'enfant à naître. Ils vont devoir prendre une décision quant à savoir si c'est plus facile à prouver. Veulent-ils l'ajouter à cela ou est-ce que cela va simplement donner l'impression d'en rajouter? Cela sera décidé par les procureurs selon l'affaire la plus solide à poursuivre. Nous verrons la suite. Une affaire très triste à Lincoln, Nebraska, et nous suivrons son évolution. Les accusations ont maintenant été déposées. Phil Waters, ex-détective des homicides à Houston. Heureux de vous recevoir sur Law and Crime. Merci d'être là. Merci Chris. Bonne journée. C'est tout pour cette affaire de Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et retrouvez On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.